أهلا وسهلا ومرحبا بكم. Bonjour, c'est toujours un réel plaisir de vous recevoir sur la chaîne du Comité national olympique marocain. Merci pour votre présence, merci pour vos encouragements et pour votre fidélité. Alors, il y a 2 semaines, nous avons abordé le thème de l'intelligence émotionnelle et le sport. Aujourd'hui et dans la continuité, nous allons aborder l'entraînement mental, la préparation mentale et son impact sur la performance sportive. Alors, souvent, lors d'un match ou d'un combat, on entend dire que ce qui a fait la différence, c'est le mental. Alors, c'est quoi ce mystère du mental? Comment on peut l'entraîner? Comment il peut impacter notre performance? Est-ce qu'il y a un protocole à mettre en place? Quels sont les outils? Quelles sont les techniques pour avoir un entraînement mental efficace? Comment devenir aussi préparateur mental? Alors, pour répondre à toutes ces questions, pour répondre aussi à vos questions que vous pouvez nous poser à travers le chat, j'ai le plaisir, l'honneur d'avoir 2 spécialistes, 2 experts en préparation mentale. Guylaine Girard. Guylaine, bonjour. Bonjour Hassan, merci beaucoup pour cette invitation à cette vidéoconférence. Merci à vous, Guylaine. Je rappelle que vous êtes en direct avec nous du Canada. Oui. Alors, il est quelle heure déjà là-bas au Canada? Il est 11 heures chez moi. 11 heures du matin. Il est 17 heures au Maroc. Et il fait quel degré? Il fait quel temps là-bas? Il fait -11. -11. Alors, on vous envoie un peu de chaleur parce que chez nous, à Rabat, il fait 17 degrés. Merci, merci. On va la prendre. Pas trop, parce qu'on veut de la neige, on aime la neige, mais sinon, un peu de soleil. On dit qu'il fait très froid au Canada, mais les Canadiens ont le cœur chaud. Tout à fait, tout à fait. Au Québec aussi, on dit ça de nous. Merci beaucoup, Guylaine, d'être avec nous. Alors, avec nous également, Franck Chaput, un grand spécialiste de l'entraînement mental. Franck, bonjour. Bonjour Hassan. Ceinture noire, 6e dan de karaté et de kobudo. C'est ça, mais avant tout, je voudrais également remercier pour cette invitation le Comité olympique marocain et toi-même de me faire l'honneur de pouvoir partager ce sujet autour de la préparation mentale et la performance mentale. Écoute Franck, merci d'être avec nous. C'est un réel plaisir d'échanger sur cette thématique. Alors, comme je disais en introduction, on parle beaucoup entraînement mental depuis les années, je dirais, 90 ou les années 80. L'impact de la préparation mentale sur la performance sportive. Moi, je voudrais vous poser juste une question. C'est quoi exactement l'entraînement mental? Peut-être Guylaine? Oui, l'entraînement mental, c'est une des 4 composantes de l'entraînement, de la performance, en fait, parce qu'on a l'entraînement physique, technique, tactique, puis le mental en fait partie. Donc, la préparation mentale, moi, j'aime parler de préparation mentale, émotionnelle et physique quand on parle d'activation, si on veut, au niveau de la préparation mentale. Donc, il y a les 3 composantes, mais ça se planifie comme un entraînement technique. Donc, souvent, on sait que quand on fait la planification d'entraînement en tant qu'entraîneur, on va développer certaines habiletés. Donc, on va se donner des objectifs au niveau mental. On va les développer, on va les perfectionner, puis ensuite, on va maintenir pour être capable d'optimiser la performance. On va revenir dans le détail sur le protocole que vous mettez en place avec vos athlètes, Guylaine. Franck, vous avez déjà écrit 2 livres sur la préparation mentale pour les sportifs, pour la préparation mentale, son impact dans l'entreprise. Comment vous définissez ce concept de l'entraînement mental? Alors pour moi, l'entraînement mental, c'est quelque chose qui doit permettre de, même si c'est de plus en plus à la mode, mais on aperçoit, depuis quelques années, on a l'impression qu'on le découvre, mais c'est cette capacité de pouvoir permettre à un athlète, un compétiteur, d'aller chercher au plus profond de lui-même ses ressources. C'est vraiment l'optimisation du potentiel du compétiteur, du sportif. Et derrière tout ça, c'est la possibilité de lui permettre de vraiment d'optimiser. On parlait, ces derniers temps, on parlait beaucoup de préparation physique, on a parlé beaucoup de technicité, mais le mental, la préparation mentale, c'est vraiment le pousser, l'aider, l'accompagner, aller chercher toutes ces ressources dont il a conscience ou qu'il n'a pas forcément conscience, de manière à l'aider à aller encore plus loin dans l'atteinte de ses objectifs. Merci Franck. Alors, je reviens vers vous, Guylaine. Vous étiez entraîneur de gymnastique, vous étiez gymnaste vous-même avant.
vous êtes entraîneur de gymnastique et vous décidez de vous former à différentes techniques, différents outils de préparation mentale. Pourquoi? Est-ce que ça vous a aidé dans votre, je dirais, dans votre fonction d'entraîneur et quels étaient les résultats? Oui, tout à fait. En fait, quand j'étais athlète, quand j'étais gymnaste, j'ai vécu beaucoup de défis au niveau mental, au niveau de ma préparation mentale. J'étais une personne qui avait beaucoup de potentiel en tant que gymnaste. J'étais très puissante, j'étais très athlétique, j'avais beaucoup de discipline aussi. J'étais très disciplinée à l'entraînement, j'avais du caractère. Donc, j'ai progressé très, très rapidement dans les niveaux, mais je me suis préparée. Au bout de quelques mois, déjà, je me préparais pour ma première compétition. J'étais très enthousiaste, j'avais très hâte et j'ai absolument contre-performé lors de ma compétition. Ça ne s'est pas bien passé et je n'ai pas su comment retrouver mon rythme sur le moment. Puis, ça s'est poursuivi tout au long de ma carrière de gymnastique. On était dans les années 90, puis dans les années 90, c'était pas, on commençait à en parler, mais dans les très hauts niveaux. C'était pas très connu. À mon niveau, à moi, puis mon entraîneur n'avait pas vraiment les outils pour m'aider. Donc, j'ai eu des défis de confiance par rapport à ça parce que je me disais, pourtant, j'ai du talent, je ne comprends pas ce qui se passe. Puis à l'entraînement, j'étais très, très bonne, très, très forte. Je progressais rapidement. Donc, c'est un peu ce qui m'a amenée finalement vers la fin de ma carrière de gymnaste. J'ai découvert que c'était mon mental, en fait, que je devais travailler. Puis, ça m'a permis, vers la fin de ma carrière, d'obtenir des très, très bons résultats en fin de carrière. Et finalement, j'ai eu un deuxième sport, l'Ultimate Frisbee. Et dans ce sport-là, j'ai entraîné mes habiletés mentales. Je suis allée chercher les outils, je me suis formée et ça m'a permis de une médaille d'or. En fait, j'ai participé au championnat du monde en 2014 dans l'Ultimate. J'étais capitaine de mon équipe et j'ai remporté une médaille d'or avec mon équipe cette année-là. Félicitations, Guylaine. Alors, si je dois résumer, vous étiez athlète en gymnastique, vous étiez très performante à l'entraînement, entraînement avec beaucoup d'assiduité, etc. Et vous arrivez à la compétition et la performance n'était pas au rendez-vous. Et à la fin de votre carrière de gymnaste, vous prenez conscience que le mental ou le travail mental pouvait apporter. Et là, vous mettez vous intégrez l'entraînement mental en plus, et là, vous remarquez que les résultats s'améliorent. Et quand vous allez sur un autre sport, tout de suite, vous intégrez la préparation mentale dans la préparation et dans l'entraînement, et tout de suite, il y a des résultats au niveau mondial. Est-ce que j'ai résumé en quelque sorte le… Très, très bien. Je pense que vous avez travaillé sur des modèles que vous allez nous présenter. Je vous laisse, Guylaine, nous présenter les modèles sur lesquels vous travaillez. Oui. Voilà. Ben, en fait, c'est un petit peu ce que je viens tout juste de dire. Quand j'ai débuté en tant qu'entraîneur, en fait, quand j'étais athlète, quand j'étais gymnaste, j'ai découvert que je devais travailler mon mental. Et ensuite, je suis devenue entraîneur et je me suis promis de me donner les outils pour aider mes athlètes qui vivaient les mêmes défis que moi, parce que très souvent, ça va affecter la confiance. Les athlètes se demandent, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que finalement, je n'ai pas réellement le talent que je crois que j'ai? Donc, j'ai voulu les aider et j'ai étudié à l'université en intervention sportive, qui est un programme de formation pour le coaching d'athlètes de haut niveau. Et dans mes cours, j'avais des cours de psychologie sportive. Et finalement, ensuite de ça, j'ai fait d'autres formations, donc une base en PNL, sophrologie, psychologie positive, donc toutes sortes de formations complémentaires. Et au bout d'un certain moment, en fait, je me suis posé la question, mais comment est-ce que je fais? J'avais tellement d'outils, mais je réalisais que ça ne fonctionnait pas nécessairement avec tous les athlètes. Donc, avec certains athlètes, un outil fonctionnait ou un type d'intervention pouvait fonctionner. Et avec d'autres athlètes, ça fonctionnait moins bien. Et moi, je suis une personne qui veut performer, comme tous les entraîneurs, comme tous les athlètes. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Comment est-ce que je peux le savoir? Comment intervenir? Ou quel outil utiliser à quel moment pour que ça fonctionne rapidement? Et là, je me suis questionnée par rapport à ça. Je me suis formée et au fil du temps, en fait, en 2011, j'ai fait une formation qui m'a apporté une réponse. C'était une formation sur l'énéagramme, qui est une théorie de la personnalité. Et à partir de ce moment-là, j'ai développé une spécialité, en fait, dans les théories de la personnalité et j'ai commencé à coacher la préparation mentale, donc à préparer mentalement les athlètes en fonction des caractéristiques de leur personnalité. Donc, c'est ce que j'ai envie de dire. Oui. Si je peux me permettre de vous interrompre 2 secondes, vous dites que vous avez été formé à différents outils, différentes techniques, oui. PNL, sophrologie, etc. Et vous faites l'énéagramme. Est-ce que vous pourriez dire juste un petit mot sur qu'est-ce que c'est que l'énéagramme?
Oui, tout à fait. Donc, l'énéagramme, c'est une théorie de la personnalité. Il y en a plusieurs. Les différentes théories ont souvent une perspective différente ou abordent le sujet sous un angle différent. Donc, pour l'énéagramme, c'est un modèle à 9 types de personnalités. Donc, c'est un cercle, puis on a des numéros de 1 à 9. Et l'énéagramme se concentre sur les mécanismes de défense ou les mécanismes de protection qu'on a développés dans l'enfance. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça amène certaines valeurs, certaines façons de voir le monde et certains mécanismes de motivation aussi. D'accord. Et alors aujourd'hui, apparemment, vous avez modélisé votre accompagnement mental de vos sportifs. Quels sont ces modèles que vous utilisez? Oui, alors si je passe à la suite, bien, en fait, ce qu'on veut faire en préparation mentale, bien, on veut aider nos athlètes à surmonter certaines problématiques, si on veut, pour optimiser leur performance. Donc, il y a différentes problématiques qui sont rencontrées par les athlètes. Donc, j'en ai mis quelques-unes ici. Puis même si dans le chat, vous avez envie de nous écrire les problématiques que vous avez rencontrées dernièrement avec vos athlètes. Donc, on peut parler de stress, anxiété de performance, de perte de concentration, manque d'intensité, manque d'effort, gérer des émotions très, très intenses comme la colère, la frustration, le manque de combativité ou de compétitivité, le manque de confiance, performer sous la pression, puis éventuellement bâtir la cohésion d'équipe aussi dans les sports d'équipe. Alors ça, c'est ce qu'on peut travailler. Mais toutes les problématiques ou tous les défis que je viens de nommer, c'est dû au fait que chaque personne a des valeurs, des besoins spécifiques. Donc, on peut avoir différentes valeurs. On a tous des valeurs différentes. Et si on a des valeurs semblables, il est possible que ce ne soit pas dans le même ordre de priorité. Il est possible que ma valeur prioritaire à moi ne soit pas la même qu'une autre personne. Et tout ça, ça va entraîner des réactions spécifiques qui sont différentes pour chacun en fonction des caractéristiques de notre personnalité. Donc, si on peut réussir à faire progresser nos athlètes. Alors, Hélène, si j'ai bien compris, c'est que nous sommes tous différents et même l'entraînement mental ne peut pas être, je dirais, le même pour chaque sportif, pour chaque personne. Il faut l'adapter, il faut adapter l'outil à la personne. C'est ça ce que vous dites? Oui, bien, quand on adapte l'outil à la personne, souvent, ce que moi j'ai remarqué dans mon expérience, c'est qu'on va augmenter la motivation, on va augmenter le niveau d'adhésion aussi. Donc, les athlètes vont s'engager plus rapidement dans le processus. Donc, c'est ce que ça nous permet de faire, en fait. Alors, quelles sont les différentes personnalités que vous avez repérées chez vos sportifs? Alors, bonne question. Donc, ce qu'on veut faire, bien, je vais présenter mon modèle, le modèle 3S, que j'ai appelé le modèle 3S. Le modèle 3S, le 3S, c'est pour 3 états d'esprit spontanés. Et le modèle 3S, comme j'ai dit, est à la base, en fait, le modèle est basé sur l'énéagramme, qui est la théorie de la personnalité dont je vous ai parlé. Et selon l'énéagramme, l'être humain possède 3 centres d'intelligence. Souvent, on entend parler du corps, du cœur et de la tête. De plus en plus, on en entend parler. Donc, c'est nos 3 centres d'intelligence. On a un centre instinctif qui est lié à l'action. On a un centre émotionnel qui va être lié plus à la relation. Puis, on a un centre rationnel qui va être lié plus à la réflexion, l'analyse. Et le modèle d'énéagramme, ça existe depuis très longtemps. Mais la science va dans le même sens depuis les années 90, c'est-à-dire qu'elle nous dit qu'on a on a des réseaux de neurones à différents endroits. Donc, on a des réseaux de neurones qui sont dans la boîte crânienne, ça, on le sait. Mais on a aussi, le docteur Armour, en 1991, a découvert qu'on avait 40 000 neurones au niveau du cœur. Donc, on a véritablement un cerveau du cœur. Et on a aussi le système nerveux entérique. Donc, on a, qui est au niveau de l'abdomen, on aurait 500 millions de neurones. Donc, on a réellement, en fait, un cerveau au niveau de l'abdomen aussi. Alors, notre modèle 3S, en fait, on aurait 3 centres d'intelligence, le corps, le cœur et la tête, et on utilise tous nos 3 centres pour performer en sport. Tout le monde les a. Donc, le centre instinctif, on va l'utiliser pour agir rapidement, pour prendre des décisions à une fraction de seconde. Le centre émotionnel, on va l'utiliser pour créer des liens avec les gens. Puis, on va l'utiliser aussi pour se connecter à notre passion, à notre motivation. Et le centre rationnel, on l'utilise pour analyser la performance, l'évaluer, se donner des objectifs, se permettre de progresser, planifier, structurer. Donc, on a les 3 centres, mais l'énéagramme, ce qu'il nous dit, c'est qu'on aurait développé dans l'enfance une préférence. Donc, l'énéagramme s'intéresse à ce qui s'est passé dans l'enfance et dit qu'on a développé une préférence, c'est-à-dire qu'on a développé une habitude. Ce qui fait que dans les moments plus stressants, on va avoir tendance à aller dans ce qui est connu, puis on va avoir tendance à utiliser le centre d'intelligence préféré pour faire face à la situation qui est
qui est stressante ou qui est devant nous. Donc, avec le temps, le centre d'intelligence qui est devenu préféré, qui est devenu une habitude, en fait, pour nous, va se transformer en ce que j'ai appelé un état d'esprit spontané, qu'on va adopter systématiquement, même si, à certains moments, on aurait avantage à utiliser un autre centre. Donc, je donne un exemple pour ça en sport. Alors, si on imagine un sport d'équipe, on imagine un athlète qui vient de commettre une erreur dans un match. On peut imaginer que quand on vient de commettre une erreur, c'est un moment stressant, particulièrement si on s'est fait marquer, par exemple, si on a commis une erreur défensive. Donc, l'attitude à adopter dans cette situation serait peut-être de tourner la page, d'oublier son erreur pour demeurer alerte au moment présent, hein, surtout si on est encore sur le terrain. Mais si moi, j'ai un état d'esprit rationnel, si mon centre d'intelligence préféré, c'est le rationnel, dans une situation comme celle-là, je vais commencer à réfléchir. Je vais commencer à avoir toutes sortes de pensées, des doutes, des inquiétudes. Je vais me demander pourquoi j'ai fait une erreur. Et on peut le voir sur le terrain quand on regarde les athlètes. Des athlètes à certains moments qui vont commencer à trop réfléchir puis vont avoir de la difficulté à être dans l'action puis à prendre des décisions. Donc, ce qu'on veut, c'est apprendre à utiliser le bon centre d'intelligence au bon moment. C'est ultimement ce qui va nous permettre de performer à notre plein potentiel. Donc, le modèle de coaching mental 3S, le voici. J'ai donné des archétypes de 3 profils parce que quand je l'enseigne aux équipes, souvent c'est intéressant parce que ça réfère à des ressentis, ça permet de visualiser. Donc, c'est pour ça, c'est des concepts qui sont puissants, les archétypes. Donc, une personne qui a un profil instinctif, donc son centre d'intelligence préféré, c'est l'instinct, je l'ai appelé l'état d'esprit conquérant. Pour une personne qui a un profil rationnel, je l'ai appelé l'état d'esprit architecte. Et pour une personne qui a un profil émotionnel, je l'ai appelé l'état d'esprit héros. Et alors, Guylaine, alors ça, c'est votre choix, ces appellations que vous avez données, c'est pour avoir des repères. Et Oui. comment vous avez donné ces adjectifs, si je puis dire, à des types de personnalités? Oui, c'est une bonne question. Mais en fait, c'est quelque chose que j'ai expérimenté avec le temps, avec les athlètes, avec les gens. Et souvent, je posais la question aux gens que je connais qui ont un profil instinctif. Et quand je leur nommais les 3 profils, rapidement, où je leur donnais des mots, je leur donnais des noms d'archétypes, ils adhéraient beaucoup aux conquérants. Les gens rationnels, l'architecte, souvent, ça leur parle beaucoup. Puis les gens qui sont plus émotionnels, ben, le héros ressortait beaucoup. Donc, c'est un peu comme ça que je l'ai développé parce que vraiment, bien évidemment, j'ai mon profil à moi. Donc, moi, il y a certains mots qui me parlent plus, mais j'ai vraiment travaillé avec les gens. Puis au fil du temps, en fait, parce que ça fait une dizaine d'années que je développe le modèle. Donc, au fil du temps, ben, j'ai pu voir un petit peu où est-ce que les gens avaient des attirances par rapport aux archétypes. Alors, Guylaine, est-ce que vous m'autorisez, parce que j'anticipe sur la demande, est-ce que vous m'autorisez à partager vos modèles sur le site du Comité national olympique, que les gens puissent aussi le regarder de près et avoir ce support à leur disposition? Oui, avec plaisir. Merci beaucoup, Guylaine. Alors, je vous laisse continuer. Oui, donc, pour être capable de repérer les profils, chacun des profils a un besoin principal, une émotion principale et un focus principal. Alors, si on regarde le besoin principal, l'état d'esprit conquérant, le profil instinctif, il a besoin de force, il a besoin de se mesurer. Et c'est plus une question, c'est pas une question négative ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment une question on parle d'instinct de survie ici, hein, c'est ça l'instinct. Donc, besoin de force, il y a besoin d'autonomie, d'une très grande autonomie. Donc, si on a des athlètes qui ont un état d'esprit conquérant, très important de leur donner des responsabilités et de leur donner un certain espace pour être capable de prendre leurs décisions. Ils ont besoin de contrôle et c'est des gens qui sont très, très ambitieux. Au niveau de l'état d'esprit architecte, son besoin principal, c'est la sécurité. Il a besoin de se sentir compétent et de comprendre les choses en profondeur. Il a besoin de tout savoir, il a besoin de tout prévoir et c'est une forme de sécurité à quelque part. C'est quelqu'un de minutieux puis il passe beaucoup, beaucoup de temps à se préparer. Donc, c'est nos athlètes qui peuvent répéter pendant des heures la même habileté sans jamais s'arrêter parce qu'ils veulent que ce soit parfait. L'état d'esprit héros, lui, a besoin d'être aimé. Il a besoin d'entrer en relation. Il a besoin d'un sentiment d'appartenance avec son équipe. Il a besoin d'une bonne ambiance et il a besoin de reconnaissance de la part de ses pairs et de la part de son entraîneur. Et évidemment, vous allez peut-être me dire, peut-être même Hassan, que tu avais la question, mais on a tous les 3 besoins. Oui, effectivement, c'est ce que je suis en train de... On a tous besoin d'être autonome, on a tous besoin de se sentir compétent, en sécurité, on a tous besoin d'être aimé, c'est vrai. Mais
dans les moments critiques. Quand on est dans un moment de grand stress ou par exemple, on est en plein match, ça ne se passe pas bien, on est en train de perdre le match, dans ces situations-là, il y a un besoin qui va surgir en premier, qui va surgir avant les autres. Et un truc pour identifier le profil, c'est d'observer quelle est notre émotion principale dans les moments difficiles. Donc, quand on regarde les émotions, en quoi est-ce que, en fait, comment est-ce qu'une émotion pourrait être associée à un état d'esprit? Peut-être qu'on se pose la question. C'est en lien avec notre système nerveux, en fait. On a 2 branches dans notre système nerveux, le système nerveux sympathique et parasympathique. Quand on est dans le système nerveux sympathique, on va être dans le fight or flight. Vous avez certainement déjà entendu ça, l'action, le combat ou la fuite. Donc, ça, c'est des actions du système nerveux sympathique. Et quand on est dans le parasympathique, on est plus dans le figement, dans le freeze. On peut penser un peu au cerf sur la route qui voit une voiture, les 2 phares d'une voiture, puis qui ne bouge pas, qui fait le mort, en fait. Donc, c'est son système nerveux parasympathique qui s'est activé. Et notre système nerveux, en fait, selon la branche du système nerveux qui s'active, il va y avoir certaines émotions qui vont être liées à ça. Donc, quand ça ne va pas bien, quand on est dans un match ou quand un athlète ne réussit pas bien à performer à l'entraînement ou en match, l'état d'esprit conquérant, il va être en colère, il va devenir très, très frustré, il va devenir impatient. Et on n'oublie pas que l'état d'esprit conquérant a besoin de leadership. Alors souvent, son explosivité va avoir un impact sur son équipe. L'état d'esprit architecte, lui, quand ça va moins bien, quand ça ne se passe pas bien, quand il ne performe pas bien en compétition, il devient très anxieux. Il devient très stressé et il va commencer à avoir peur. Il va aller dans la fuite, dans l'évitement et souvent, il va chercher à éviter les erreurs. Donc, la plupart du temps, il va devenir très, très prudent et même hésitant. Et l'état d'esprit héros, lui, quand ça ne fonctionne pas bien, il va être déçu, il va être triste, il va être découragé. Donc là, on pense à notre système nerveux parasympathique qui nous ralentit. Et là, ça devient difficile d'agir. Ici, il y a des entraîneurs qui écoutent et qui pensent à certains athlètes qui, quand ils sont en état de stress, on dirait qu'ils ne bougent pas, ils procrastinent, ils n'avancent pas, ils n'entrent pas dans l'action. C'est le système nerveux parasympathique qui s'est activé. Alors, Guylaine, donc cette lecture, elle est importante pour vous en tant que coach. Ça vous permet, en quelque sorte, lors d'un match, de mettre le curseur au bon endroit pour gérer le mental de votre équipe. Mais est-ce que les athlètes ou les sportifs peuvent prendre aussi conscience de ce modèle que vous présentez, de leur dominante de la personnalité pour pouvoir agir aussi durant le match? Oui, je l'enseigne très souvent aux athlètes, puis ça, quand on prend conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous et de nos réactions automatiques, en fait, c'est ça, hein, c'est nos schémas automatiques. Quand on en prend conscience, bien déjà, ça devient beaucoup plus facile de trouver des solutions très, très spécifiques et adéquates pour notre situation. Par exemple, les états d'esprit conquérants, ils ont souvent des enjeux de colère. Et c'est quelque chose qui est à travailler avec un état d'esprit conquérant. Il faut travailler. En préparation mentale, on va travailler sur la gestion de l'activation parce que c'est des gens qui vont devenir rapidement très suractivés, donc un peu trop intenses en compétition et qui vont des fois prendre trop de risques parce qu'ils sont suractivés et parce qu'ils deviennent impatients et frustrés en colère et c'est ce qui cause la suractivation. Donc, de savoir ça pour un athlète, ça peut être très aidant de dire, OK, bien ça va être ma priorité d'entraînement pour les prochains mois et je vais me donner un objectif parce que souvent, c'est pas facile de se donner un objectif au niveau mental. On va se donner facilement des objectifs au niveau technique ou tactique. Au niveau mental, c'est plus complexe, mais quand on comprend ça, on va être capable de se donner un objectif qui est très spécifique à notre situation puis à notre profil, puis on va pouvoir avancer plus rapidement. Alors, justement, Guylaine, si vous m'autorisez, je vois au centre le mot focus et en même temps, j'ai une question de notre ami Tariq El-Mlih, qui est aussi, entre autres, préparateur mental ici au Maroc et qui a une très, très bonne expérience, je dirais, du dépassement de soi. C'est un type, il est un peu fou. Il a couru 30 marathons en 30 jours. Et vraiment, il a fait pour une cause noble aussi, pour venir en aide et soutenir les cancéreux. Alors, il pose une question, il dit comment garder le focus mental malgré les mauvais résultats? Alors, vous, par exemple, Guylaine, en tant qu'entraîneur sur le terrain, comment vous faites justement pour garder ce focus mental quand il y a un mauvais résultat? Oui, c'est très important. On parle, je ne sais pas si, bon, en fait, très important d'avoir des objectifs. On a des objectifs de résultats. On a un objectif, on veut gagner le match, par exemple, on veut bien performer, on veut vaincre notre adversaire, mais il y a certaines actions
qui vont nous permettre d'atteindre notre résultat. Donc, il y a certains objectifs qu'on appelle les objectifs de processus. Donc, quelles actions est-ce que je peux faire maintenant ou quelle stratégie est-ce que je peux utiliser? Comment est-ce que je dois performer techniquement pour me donner toutes les chances d'atteindre mon but? Et à partir du moment où j'établis mes petits objectifs de processus, mes actions qui vont me permettre d'atteindre mon objectif, je ramène mon attention sur mes objectifs de processus et le résultat, en fait, m'a permis d'établir ce plan-là avec les objectifs, mais je cesse de focaliser mon attention sur le résultat. Et quand on parle de focus, en fait, si je veux cesser de focaliser sur quelque chose, ben, je dois ramener mon attention ailleurs. Donc, je dois déterminer où est-ce que je vais mettre mon attention si ça ne se passe pas bien. Où est-ce que je veux focaliser mon attention? D'accord. Alors ici, pour le focus, en fait, j'ai mis le mot focus, mais c'est aussi une question de valeur. Donc, je parlais au début, chaque personne a des valeurs, priorise certaines valeurs. Donc, si on regarde au niveau des 3 états d'esprit, sur le plan des valeurs, l'état d'esprit conquérant, son focus principal est sur le résultat, la performance, l'atteinte des buts. Donc, c'est quelqu'un de très ambitieux. Donc, lui, il va regarder le résultat, la victoire, il va être efficace, il recherche l'efficacité parce que l'efficacité va lui permettre d'atteindre son but. Les gens qui aiment la compétition, dans le modèle, c'est l'état d'esprit qui aime le plus la pression. Il fonctionne bien à la pression. Et c'est des gens qui prennent des décisions très rapidement et qui sont confortables avec la prise de risque. Et si on regarde à l'autre extrémité, l'état d'esprit architecte, lui, son focus n'est pas sur le résultat principalement, mais sur le processus. Donc, sur les détails, sur le perfectionnement. La stratégie, c'est souvent des gens qui ont des bonnes idées pour les stratégies et c'est des gens qui n'aiment pas le risque. Parce qu'on se rappelle, on est un petit peu plus dans le flight, dans l'évitement, dans la fuite. Donc, on va être très prudent sur le terrain. Mais c'est des gens qui sont capables d'emmagasiner un nombre incroyable de détails puis d'informations. Donc, à l'entraînement, en tant qu'entraîneur, quand on intervient avec un état d'esprit architecte, si on donne plusieurs conseils à la fois, très souvent, ils sont capables de prendre tous les conseils et de les appliquer. Donc, c'est pour ça que l'état d'esprit architecte, souvent, est très, très performant à l'entraînement. Par contre, en compétition, souvent, il y a de la difficulté à gérer son stress. Donc, l'anxiété de performance est souvent très présente chez les états d'esprit architectes. Donc, Guylaine, est-ce que je peux dire que vous, quand vous étiez gymnaste au début, avant de commencer la préparation mentale, vous étiez architecte? Et voilà, c'est exactement ça. C'est quand j'ai compris, en fait, que je recherchais trop la perfection et que j'étais sur le processus. Mais oui, ça entraînait énormément de pensées et je ne gérais pas bien la pression. Donc, quand j'ai appris ça, j'ai commencé à changer des choses dans mon attitude. D'accord. Et l'état d'esprit héros, lui, son focus principal est sur l'harmonie du groupe. C'est ça qui est important pour lui. Oui, il aime gagner, il aime avoir des victoires, mais c'est pas son focus principal, c'est pas sa principale valeur, c'est vraiment l'harmonie du groupe, une bonne ambiance. Il veut que tout le monde se sente bien, il cherche à éviter le conflit et il veut plaire aux autres. Il cherche à plaire à son entraîneur, à plaire à ses coéquipiers, ses coéquipières, et c'est ça qui est important pour lui. Et si on regarde, en fait, mon modèle, je donne une formation en préparation mentale personnellement avec mon entreprise et la formation s'appelle Tactique Samouraï et le but du samouraï, pourquoi le mot samouraï est là, en fait, c'est parce que en match, en compétition, il y a des moments où on doit trouver des solutions d'urgence, on doit réagir rapidement pour retrouver le momentum, mais ultimement, le but, c'est d'entraîner nos athlètes à adopter ce que j'ai appelé l'état d'esprit samouraï. Et en tout cas, c'est un terme qui va plaire et qui va parler à notre ami Franck, samouraï. Peut-être avec le sport, effectivement, c'est vrai. Dans ma définition à moi, parce qu'on peut voir différentes choses au niveau du samouraï, mais dans ma définition, c'est un état de connexion avec notre vraie nature. C'est une quête intérieure, en fait. Parce que quand on parle du samouraï japonais, si on veut, ben là, on est dans une quête extérieure, puis il y a beaucoup de conquêtes de bataille, mais là, on est plus dans une quête intérieure, puis c'est un état de connexion avec notre essence, avec notre nature, notre authenticité, puis éventuellement, et tu me corrigeras si je me trompe, Franck, parce que je crois qu'on va parler un petit peu du flow avec toi, mais qui nous permet éventuellement, cette authenticité qui nous permet d'arriver au flow, éventuellement d'accéder à l'état de flow. Si je peux me permettre, oui, je confirme, je vais rebondir sur un mot que tu utilisais tout à l'heure, Guylaine, c'est réfléchir. Et quand tu disais le moins réfléchir possible, et en
pour faire écho à ce que tu viens de dire, on est en phase complètement par rapport à cet esprit de flow dont je parlerai un petit peu plus tard. Et là, j'arrive à mes outils. En fait, c'est mes dernières petites diapos. À partir du modèle que je vous ai présenté, on veut choisir les outils de préparation mentale qui vont être appropriés selon le profil de l'athlète parce que chaque personne est différente et chaque personne réagit différemment. Alors, si je vous donne un exemple, il y a plusieurs habiletés mentales, mais dans le modèle 3S, j'en retiens 3 grandes catégories. Et souvent, je vais placer les autres habiletés mentales dans des sous-catégories. Donc, les 3 catégories, ça va être la concentration, parce que ça, c'est beaucoup plus mental. La visualisation, qui, selon moi, dans mon expérience à moi, va être un peu plus située au niveau du cœur puis des émotions. Et l'activation, qui est beaucoup plus au niveau du physique. Et, si on regarde, par exemple, le discours interne, ça va aller avec la concentration, la fixation d'objectifs. Donc là, on a des sous-catégories qui vont entrer dans chacune des catégories, mais on garde nos 3 centres d'intelligence. Et chacune des habiletés peut être enseignée différemment selon l'état d'esprit de l'athlète. Si je prends, par exemple, la concentration, les défis de concentration ne seront pas les mêmes selon l'état d'esprit. Donc, par exemple, et je vais passer à la prochaine diapo après pour l'expliquer un peu mieux, mais par exemple, l'état d'esprit héros, le profil émotionnel, va avoir beaucoup plus tendance à focaliser sur les autres pour essayer de savoir, parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup en connexion, en relation. Donc, on peut savoir qu'est-ce que mon entraîneur va penser, qu'est-ce que mes parents vont penser, qu'est-ce que mes coéquipiers, mes coéquipières vont penser. Donc, son attention va être constamment à l'extérieur de lui et c'est ça qu'il faut travailler. Donc, oui, on veut travailler la concentration, mais la concentration par rapport au fait que sa concentration est toujours reliée à l'environnement ou dirigée vers l'environnement. Tandis que ça va être d'autres nuances avec les autres états d'esprit. Donc, si on va un petit peu plus en profondeur au niveau de la concentration, dans mon modèle, la concentration, on a le temps, donc le passé, le présent, le futur. On a l'environnement, ce que je disais, en fait, il y a les autres, mais il y a aussi tout l'environnement, les bruits, tout ce que je vois quand je regarde le pointage, je suis dans mon environnement, mon attention, ça va dans mon environnement. Et il y a le niveau de contrôle. Qu'est-ce que je peux contrôler et qu'est-ce que je ne peux pas contrôler? Et souvent, je vais vivre du stress parce que je passe beaucoup de temps à réfléchir à quelque chose que je ne peux pas contrôler. Par exemple, s'il y a eu un appel de faute qui ne me plaît pas, l'arbitre a pris une décision qui ne m'a pas plu et que je passe beaucoup, beaucoup de temps à penser à la décision de l'arbitre, je vais devenir frustrée ou stressée ou déçue et ça va me déconcentrer. Mais pourtant, je n'ai absolument pas de contrôle sur la décision de l'arbitre. Donc ça, c'est pour le niveau de contrôle. Et si on regarde au niveau des états d'esprit, l'état d'esprit architecte, sa problématique principale, généralement, au niveau de la concentration, c'est qu'il a tendance à anticiper le futur. Il est constamment en train de penser au futur parce qu'il veut éviter les erreurs, il veut s'assurer de tout contrôler ce qui va se passer pour s'assurer, avoir une bonne idée de ce qui va se passer pour s'assurer de ne pas commettre d'erreurs. Et il déteste les imprévus. Les états d'esprit architectes n'aiment pas du tout les imprévus. L'état d'esprit héros, lui, comme je l'ai expliqué, il va avoir tendance à focaliser son attention dans son environnement. C'est souvent ça qui va le déconcentrer, et particulièrement l'opinion et le regard des autres. Et l'état d'esprit conquérant, ça va être une question de contrôle. Il y a beaucoup de tendance, étant donné qu'il veut atteindre ses buts et que l'efficacité pour lui est extrêmement importante, à chaque fois qu'il y a une situation qui se présente à lui qui l'empêche d'atteindre son but, une décision d'un arbitre, un coéquipier qui commet une erreur, un entraîneur qui prend une décision ou qui choisit une stratégie qui ne lui plaît pas, mais dans ces moments-là, il va avoir tendance à perdre sa concentration. Donc, c'est des tendances, ce n'est pas absolu, mais c'est des tendances. D'accord. Merci beaucoup, Guylaine. Donc, moi, si je dois en quelque sorte résumer, ce que je trouve très intéressant dans ton approche, c'est que pour la préparation mentale, effectivement, elle impacte la performance. Effectivement, ça améliore le résultat, mais il y a différents outils. Il faut utiliser le bon outil par rapport à la personnalité du sportif que vous avez en face. On ne peut pas appliquer tous les outils à tout le monde. Et ça, c'est important à prendre en considération. Puis après, vous vous êtes appuyé sur l'outil qui est l'énéagramme pour définir 3 personnalités. Par rapport à ces personnalités, vous faites l'accompagnement. Alors, juste une question, Guylaine. Comment vous intégrez l'entraînement mental, vous, en tant qu'entraîneur, en tant que coach, comment vous l'intégrez dans votre planification et dans votre parcours d'entraînement et comment vous faites quand vous êtes en compétition avec vos sportifs?
Oui, c'est un peu complexe, hein, c'est une question qui est vaste, mais je vais prendre un petit angle. En fait, souvent, ce que j'aime faire, c'est que dès le début de la saison, je vais parler en tant qu'entraîneur, mais en tant que préparateur mental, j'interviens beaucoup avec des entraîneurs aussi, donc avec les athlètes, mais aussi avec les entraîneurs. Et le conseil que je donne très souvent, c'est de débuter dès le début de la saison, de commencer à chercher, en fait, de lancer des défis à nos athlètes le plus rapidement possible, le plus tôt possible dans la saison pour savoir comment est-ce qu'ils réagissent dans les situations difficiles. Et là, ça nous permet de commencer à voir, bien, premièrement, les profils, mais ça nous permet de voir, OK, bien, pour mon équipe, si je parle d'une équipe, par exemple, pour mon équipe, quels sont les principaux enjeux? Qu'est-ce qui est vraiment difficile? Où est-ce qu'on a de la difficulté à rebondir? Et ça me permet d'établir des objectifs pour la saison. Plutôt que, parce qu'il y a tellement d'habiletés mentales qu'on peut travailler, pour être capable de prioriser, c'est ce que je conseille le plus souvent. Merci beaucoup, Guylaine. Je vais revenir vers Franck. Merci, Franck, pour ta patience. Franck, toi, tu as écrit, tu es l'auteur de 2 livres sur la préparation mentale. Un qui est destiné beaucoup plus aux sportifs, un autre qui est beaucoup plus du monde du sport et s'applique aussi au monde de l'entreprise, on va en parler. L'impact de la préparation mentale sur la performance sportive. Mais avec toi, j'aimerais quand même revenir sur cette notion de performance sportive. C'est quoi exactement? Alors, cette notion de performance sportive, à travers le prisme de la performance mentale, pour moi, on s'est beaucoup centralisé pendant pas mal d'années sur la préparation physique, sur la préparation sur le côté technique. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est de plus en plus, on s'aperçoit que le mental, alors ce que je veux dire n'est pas un scoop, parce que le mental, moi je suis persuadé, hein, tout ça est parti à la base de réflexion personnelle, avant de m'intéresser plus en profondeur du sujet. Mais pour moi, cette performance mentale, ce mental, c'est quelque chose qui est là pour optimiser, aller chercher plus en profondeur encore le potentiel de l'athlète. Et si je m'y suis intéressé il y a quelques années, une décennie maintenant, pour être plus précis, tu parlais, Hassan, vous parliez d'un livre écrit, c'est parti d'un constat à la base, c'est parti d'un constat personnel. C'est-à-dire que à la base, je suis sportif, karatéka précisément. J'ai pu écumer pendant pas mal d'années le circuit de la compétition au niveau national et également quelques expériences internationales. Et un peu comme pour les amateurs de Molière, un peu comme Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, j'avais au fond de moi-même, je sentais que je mettais en place des choses de manière un peu empirique. Que je mettais en place des choses sans pouvoir mettre à l'époque des mots, des mots sur ce qui se passait, mais je sentais qu'il y avait je mettais en place des choses du type de la visualisation. J'ai pu plus tard vraiment voir ce que c'était, mes visualisations, tout ce qui était également ancrage, des choses très techniques qui rendent registre la performance mentale. Mais je sentais que quelque chose était en train de se mettre en place, mais je ne savais pas quoi. Donc tout ça, 10 ans en arrière, m'a conforté dans l'idée que le mental était présent. Et afin de pouvoir mettre des noms dessus et de pouvoir comprendre ce qui se passait, ça m'a encouragé, il y a 10 ans, à me former avec différentes techniques dont a évoqué un peu parlé Guylaine, à savoir la PNL, la sophrologie, tout ce qui est également TOP, technique d'optimisation des potentiels. Et ça m'a en plus encouragé à creuser le sujet, puisqu'à un moment donné, j'ai pu mettre un nom sur ce qui s'était passé par rapport à une expérience personnelle, à savoir ce que j'avais pu vivre et ce que d'autres athlètes emblématiques, comme des Pete Sampras, des André Agassi ou d'autres, ou Pelé, le sport collectif, appelaient la zone. J'ai pu, moi, mettre un nom sur ce qui s'était passé, à savoir cet état de plénitude que j'ai pu vivre. Excuse-moi, Franck, cet état de plénitude, cet état de zone, c'est ce que tu appelles dans ton livre le flow. Le flow, c'est ça, pour les anglo-saxons. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un mot exactement sur c'est quoi le flow et comment atteindre cet état justement de zone de plénitude? Alors, par rapport à ça, je me suis aperçu, pour avoir creusé le sujet de manière très, très précise, je me suis nourri, pour comprendre ce flow, cette zone, je me suis d'abord nourri de différentes lectures. Et au cours de ces différentes lectures, j'ai jamais pu vraiment, j'ai fait face à différents récits. C'est-à-dire que
les différents ouvrages que j'ai pu lire me racontaient un petit peu comment ce flow arrivait, qu'est-ce qui se passait, mais je n'avais pas de réponse précise à mes questions, à savoir c'est quoi le flow. C'est-à-dire que si moi, moi ou d'autres sportifs de manière précise avaient pu l'atteindre, ce flow, la question que je me posais, c'est est-ce qu'il n'y a pas un protocole, est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme, une méthodologie à mettre en place pour atteindre ce flow. Donc, pour répondre à mes questions, non seulement je me suis formé, mais surtout, je suis reparti de travaux d'un psychologue hongrois, d'origine hongroise, à savoir Mihaly Csikszentmihalyi, de manière à pouvoir, qui était le seul à l'époque, le seul psychologue qui s'était vraiment intéressé au sujet. Et quand je suis reparti de ces travaux, les différents axes qui ont été mis en avant par ce psychologue étaient que le flow était constitué de principaux axes qui étaient la détermination de l'objectif, savoir vraiment où on veut aller, la concentration, le relâchement, la visualisation, les croyances et le contrôle des émotions. Tout ça, derrière tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour atteindre ce flow, qui est décrit par pas mal de sportifs, c'est-à-dire que tous les sportifs que avec qui j'ai pu échanger en termes d'approche sur le flow, décrivent comme un état de plénitude extrême, c'est-à-dire qu'à un moment donné dans ta compétition, ce jour-là, tu planes, tu excelles, tu es dans un état de plénitude totale qui fait que tu es vraiment dans le moment présent, sans te poser de questions, à savoir cogiter sur qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, est-ce que tu vas pouvoir réussir ou pas, comment gérer ton stress. Le flow, c'est vraiment cet état, comme le décrivent là les différents sportifs que j'ai mis en avant, que ce soit du Pete Sampras ou Pelé ou Marc-Alexandre, c'est vraiment un état de plénitude extrême. Où ce jour-là, et tous les sportifs connus ou moins connus que j'ai pu rencontrer et avec qui j'ai pu partager, décrivent un état où ce jour-là, on ne se pose pas de questions. On ne cogite pas, on déroule. On déroule sa compétition et jusqu'à la finale ou pas, peu importe. Mais en tout cas, ce jour-là, on a un moment extrême où on vit pleinement sa compétition sans se poser de questions. Alors, donc, si je peux me permettre, est-ce qu'on peut revenir sur les composants qui nous permettent d'aller vers ce flow, tu l'as présenté tout à l'heure. Voilà. Détermination d'objectifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir qu'est-ce que je veux de cette compétition, c'est ça? Avoir un objectif clair, précis? Alors, le flow, c'est une approche que je qualifierais de systémique. C'est-à-dire qu'à travers les différents paramètres qui sont affichés sur cette présentation, et tels que l'ont décrit le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi, c'est une approche pour laquelle il faut, ce n'est pas un critère, mais plusieurs critères sur lesquels il faut savoir travailler. Alors, concrètement, Franck, concrètement, tu as un sportif entre les mains, tu veux l'emmener à vivre ce flow lors des compétitions. Qu'est-ce que tu peux travailler avec lui? Quels sont les éléments sur lesquels tu vas le faire travailler? Alors, en premier lieu, c'est cette détermination d'objectif. C'est-à-dire, beaucoup de personnes savent ce qu'ils ne veulent pas, personnes sportives en l'occurrence, ou non sportifs, mais ce qui est important, c'est déjà de savoir, de connaître son objectif, vers où on veut aller. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on a un objectif très clair, qui est affiché, c'est ce qui va être notre carburant, ce qui va être le carburant pour tout sportif, pour savoir, pour s'entraîner et pour mettre en place tout un protocole. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai un objectif, si je devais le mettre en termes de précision, à partir du moment où j'ai mon objectif qui est clair, à savoir je vais être champion de France, ou voire un niveau inférieur, un champion départemental ou régional, c'est ce qui va nourrir ma motivation. Si je n'ai pas cet objectif clair, je ne vais pas savoir où aller. Je vais naviguer un petit peu à vue, alors qu'avec cet objectif, je vais pouvoir en permanence nourrir ma motivation, que ce soit au niveau de l'entraînement, mais également au niveau de ma compétition. D'accord. Donc ça, c'est le premier point, savoir où on va aller. C'est le rôle de l'athlète, mais c'est aussi le rôle de l'entraîneur, d'aiguiller son sportif par rapport à son objectif. Et au niveau du flow, c'est là où il va y avoir un moment très important, à savoir, on peut fixer un objectif très important, très élevé pour l'athlète, sans tenir compte véritablement de ses ressources, de son niveau. Ça veut dire par là que si l'entraîneur, qui a un rôle important dans cette détermination d'objectif, fixe un objectif très élevé, je vais caricaturer, volontairement noircir le trait, mais si demain je dis à mon athlète, tu vas être champion d'Europe, compte tenu de ses compétences qui ne sont peut-être pas encore au niveau, ça va être compliqué.
je risque de basculer dans la démotivation. Donc, c'est là où cet objectif est vraiment très important parce qu'il faut trouver pour l'entraîneur et l'athlète en association une bonne cohabitation entre l'objectif et le niveau d'athlète, de manière à atteindre le plus possible cette zone. Si j'ai un objectif démesuré et un niveau faible, ça va être compliqué. Inversement, si j'ai un objectif relativement bas et un niveau plutôt correct, même très bon de l'athlète, la démotivation peut s'installer. Donc, la détermination de l'objectif, elle est vraiment primordiale. Savoir là où on veut aller. Le deuxième point, qui est propre au niveau du flow, qui est à considérer, c'est la concentration. Encore une fois, c'est un peu systémique. Est-ce que je peux m'autoriser de t'interrompre 2 secondes? C'est très important ce que tu disais sur l'objectif. Si j'ai bien compris, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où aller. Donc, il faut savoir où on va. Tu as dit il faut que l'objectif soit en adéquation avec le potentiel du sportif, c'est-à-dire que le coach, s'il fixe un objectif qui n'est pas à la portée de l'objectif, il risque de le démotiver. On est d'accord. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il ne faut pas se tromper d'objectif? Si mon objectif est d'être champion, par exemple, d'Afrique ou champion du monde, c'est cet objectif et non pas un autre qui est déguisé ou qui est caché. Tout à fait. Il faut vraiment être en harmonie entre l'athlète et l'entraîneur par rapport à cet objectif. C'est d'où l'intérêt de... Tout à l'heure, tu as posé la question à Hassan de comment l'entraîneur pouvait un petit peu s'approprier la préparation mentale. C'est vraiment important d'être en osmose avec son athlète pour vraiment fixer le bon objectif, en accord, en collaboration complète avec l'athlète. D'accord. Alors, le premier point, l'objectif. Deuxième point, tu parlais de la concentration. En quoi c'est important pour le flow et comment est-ce que tu as des techniques, des outils pour développer la concentration ou pour l'améliorer? Alors, la concentration est quelque chose, c'est une des composantes majeures du flow. En gros, c'est être dans l'instant présent. C'est très facile pour... Le gros problème, être dans l'instant présent, c'est un sujet qui n'est pas facile à obtenir puisque souvent l'athlète peut être dans le passé. Il peut être dans le passé par rapport à des résultats passés et avoir toujours ces fantômes qui le hantent par rapport à des contre-performances. Mais il peut être aussi dans le futur en se projetant sur un éventuel podium ou une contre-performance. Donc cette concentration, être dans l'instant présent, au moment de la compétition par exemple, c'est vraiment faire abstraction de tout ce qui peut parasiter cette concentration. Si je devais prendre des exemples, même à très haut niveau, on l'a vu au dernier JO d'hiver avec un athlète en cross-border qui était en tête à 100 mètres de la ligne d'arrivée et qui s'est vraiment lâché en levant les bras en l'air et est tombé à 100 mètres de la ligne d'arrivée, s'est fait dépasser puisqu'il s'était déjà projeté dans le futur, à savoir franchir cette ligne d'arrivée. C'est arrivé également à des golfeurs pros, Jack Nicklaus notamment, qui cite, pour le reprendre, une compétition où il était en tête et s'est projeté dans le futur à quelques trous du 18e trou et s'est vu déjà gagner et en fait a contre-performé. Tout ça pour dire que cette concentration, en termes de paramètres à considérer, c'est ultra important. Être dans l'instant présent, c'est savoir, pendant sa compétition, ne pas se projeter dans le futur, dans le passé par rapport à des contre-performances, mais vraiment être pleinement dans sa compétition. Alors, en termes de technique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a différentes techniques. La technique principale, c'est la respiration. La respiration, ça peut paraître basique. Tout le monde croit savoir respirer. Sauf que pour calmer les tensions, pour calmer un petit peu, tout à l'heure, Guylaine parlait du système sympathique et parasympathique. Le système, en l'occurrence, parasympathique qui permet de calmer les tensions est quelque chose d'ultra présent, qui doit être ultra présent dans la composante du flow. C'est-à-dire, pour l'athlète, savoir respirer avant sa compétition pour se détendre. Ça ne veut pas dire respirer pendant 1 heure, mais ça veut dire prendre le temps 1 demi-heure avant l'événement, de respirer pleinement avec une respiration abdominale, thoracique, claviculaire, et pas une respiration classique qu'on peut avoir en moment de stress, à savoir uniquement thoracique. Donc ça, c'est un exemple. L'avantage, c'est que la respiration, l'air est gratuite. Donc, ce serait dommage de s'en priver. Pas pour l'instant, hein. Pour l'instant. Mais voilà. Ça risque de changer.
C'est déjà un critère. Ça peut paraître basique parce qu'on se dit oui, la respiration. Oui, mais non. L'enfant qui sait respirer, il n'est pas encore pollué par tout ce qui est stress et phénomènes externes. Par contre, l'adulte ou l'ado, lui, il est pollué. Il est pollué par rapport à la pression, il est pollué à plein de choses. Donc, la respiration, c'est vraiment un critère majeur à prendre en considération pour cette concentration. Ensuite, en termes de critères pour atteindre le flow, on va avoir le relâchement, qui est un critère également extrêmement important. Savoir se relâcher. Et savoir se relâcher, là aussi, je vais prendre un exemple d'une ex-championne olympique, en l'occurrence Marie-Josée Pérec, pourquoi je prends cet exemple? C'est parce que même à très haut niveau, avec quelqu'un comme Marie-Josée Pérec, qui était championne olympique du 400 mètres, pour reprendre ces termes, quand j'ai pu un petit peu échanger, c'est que pour elle, le relâchement, le fait d'être relâché avant un 400 mètres, c'était primordial, mais ce n'était pas inné. Et même pour les plus grands, on s'aperçoit que ce relâchement, même à très haut niveau, en l'occurrence au niveau olympique, c'est quelque chose qui n'est pas forcément inné et ça se travaille. Et comment ça se travaille? Eh bien, ça se travaille en y pensant régulièrement, en s'injectant régulièrement des petites piqûres de relâchement, à savoir y penser. Et à force d'y penser et de s'injecter régulièrement, quand je dis régulièrement, c'est tous les jours, c'est avant l'entraînement, c'est pendant l'entraînement, c'est après, c'est s'injecter cette pensée de relâchement de manière à ce qu'à un moment donné, eh bien, ce ne soit plus quelque chose qui soit un petit peu forcé, mais plutôt inné, instinctif plutôt, automatique, parce qu'on a créé des mécanismes mentaux de relâchement. Et je prends volontairement cet exemple de relâchement de Marie-Josée Pérec parce que dans moult sports, le fait d'être tendu, d'être musculairement, d'être tendu dans ses pensées, d'être contracté, c'est quelque chose qui est vraiment néfaste à l'optimisation de la performance. Et c'est une des composantes également majeures pour l'atteinte du flow. Donc voilà, donc ça c'est le troisième critère. Et c'est quelque chose qu'on le retrouve vraiment partout, c'est pas propre. J'ai pris volontairement l'exemple de Marie-Josée Pérec parce que pour moi, l'olympisme est le Graal en termes de haut niveau. Mais c'est pour vous montrer, pour partager le fait que c'est pas quelque chose qui est lié à un niveau amateur, à un niveau départemental ou régional. Même les très grands travaillent ce relâchement et que c'est quelque chose qui n'est pas forcément inné. Ensuite, il y a un critère qui est pas des moindres, qui est la visualisation. On entend beaucoup parler de la visualisation. C'est quoi exactement, Franck? Alors, la visualisation, c'est cette capacité de, pour parler de manière plus précise et scientifique, il a été prouvé scientifiquement, et je vais prendre les travaux du docteur Blas-Lotto aux États-Unis, plus précisément de l'Université de Chicago. Il a été prouvé que quand on visualise un exercice, quel que soit le sport, que ce soit du lancer franc en basket, en l'occurrence, je vais vous citer l'expérience scientifique qu'a fait le docteur Blas-Lotto à Chicago, mais il a été prouvé que quand on visualise un geste sportif, lancer franc, technique de karaté, coup de poing, boxe, peu importe, ultimate, pour reprendre ce que disait tout à l'heure Guylaine, on active des zones du cerveau à l'identique que si l'on pratiquait réellement la discipline. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que si je reprends les travaux du docteur Blas-Lotto à Chicago, il a fait un test très intéressant auprès de 3 groupes de basketteurs. Un premier groupe qui pendant 30 jours ne s'entraînait pas, un groupe de basketteurs, témoins. Un deuxième groupe qui pendant 30 jours a pratiqué 1 heure par jour du lancer franc. Donc lancer franc, je rappelle, on prend le ballon, on le lance vers le panier de basket. Et enfin, un troisième groupe qui pratiquait la visualisation du lancer franc. Ça veut dire quoi la visualisation du lancer franc? Ça veut dire que ce dernier groupe visualisait précisément dans sa tête le début du lancer, à partir du moment où je lance le ballon avec ma main, jusqu'à la visualisation de la trajectoire de la balle, jusqu'à l'atterrissage de la balle dans le panier ou à côté. Et ce qui est intéressant dans cet exercice scientifique, c'est qu'à l'issue des 30 jours, le docteur Blas-Lotto a mesuré les progressions de ces 3 groupes. À savoir le premier groupe qui ne s'était pas entraîné, le deuxième qui avait un entraînement quotidien d'1 heure, et le troisième qui avait visualisé pendant 1 heure le lancer franc.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'issue de ces travaux, le groupe qui s'était entraîné régulièrement 1 heure par jour avait progressé de 24%, et le groupe qui avait visualisé avait progressé de 23%. 24% versus 23%, je pense que vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire que ce groupe avait activé, malgré tout, même si ce n'était pas entraîné physiquement, ce groupe qui avait visualisé pendant 30 jours, 1 heure par jour, avait activé des schémas neuronaux qui avaient en gros permis de quand même s'améliorer. Alors certes, on n'était pas à 24%, 23%, mais cela dit, le delta de 1%, il est quand même pas très faible. En termes de, voilà. Donc tout ça pour vous dire que la visualisation, c'est quelque chose qui est vraiment très important en termes d'entraînement, c'est-à-dire que indépendamment de l'entraînement technique, c'est important en complément de visualiser son entraînement, ce que l'on fait, ses mouvements, pour vraiment continuer en complément son entraînement. Mais c'est également important avant des compétitions de visualiser avant une compétition par rapport à l'endroit, par rapport au contexte, par rapport aux partenaires, de manière à déjà préparer le cerveau avant cette compétition. Alors, Franck, est-ce que tant que nous sommes en train de visualiser, c'est-à-dire en quelque sorte, on fait le mouvement dans sa tête, mentalement, on l'imagine dans sa tête, c'est ce qu'on appelle aussi l'imagerie mentale, est-ce que c'est important que cette visualisation soit positive? Effectivement, Hassan, il est important de positiver. Là, j'ai beaucoup parlé d'entraînement technique pour améliorer le mouvement, mais c'est également important de visualiser du positif, dans le sens où on est capable de. Par rapport à d'autres expériences, on se voit positivement en train de gagner, on se voit en train de réussir, on se voit en train d'aller au-delà de l'effort. Donc, c'est vraiment un tout. C'est non seulement la visualisation par rapport aux gestes techniques, pour l'améliorer, pour le cultiver, mais c'est aussi également une visualisation au contexte, par rapport au contexte et à un état d'esprit. Je suis capable de, qui va aller dans le sens aussi des croyances. C'est le point suivant, hein. C'est-à-dire que si j'ai été perfusé par mon entraîneur que je ne suis pas capable de, ou mes parents, les croyances, c'est un élément également ultra important au niveau du flow, parce que entre la croyance que j'ai que je ne suis pas capable parce qu'on m'a conditionné, que ce soit au niveau parental, c'est un schéma que l'on voit, hein. Souvent, je le vois moi par rapport à des athlètes que j'ai, entre les parents les parents ou l'entraîneur, hein, qui va positiver, qui va mettre les athlètes dans de bonnes conditions, qui vont faire en sorte que derrière les croyances vont être positives, les fameuses croyances aidantes, versus des croyances limitantes, dans le sens où mon père ou ma mère m'a dit que je n'étais pas capable, mon entraîneur m'a martelé le discours que ça allait être difficile. C'est là où également l'entraîneur a un rôle important par rapport aux croyances que peut avoir l'athlète. Et cette visualisation, il y a un lien fort entre, pour rebondir sur votre question, Hassan, c'est que pour faire en sorte que ces croyances soient le plus aidantes possible, non seulement le discours de l'entraîneur est important pour perfuser l'athlète de croyances aidantes, dans le sens où il est capable de, c'est possible de, il va réussir à. C'est là où également l'environnement est ultra important, l'environnement familial, pour ne pas court-circuiter, parasiter tout le processus mis en place entre l'athlète et l'entraîneur. Et c'est là aussi où la visualisation peut avoir un rôle majeur, dans le sens où, en permettant à l'athlète de travailler en l'aidant à travailler sur une visualisation positive par rapport en se projetant dans le futur sur ce qu'il peut réaliser, en saupoudrant ses expériences futures à venir de visualisation positive, tout ça permet également d'enrichir ses croyances aidantes et d'arriver, de bonifier ses croyances de manière à ce que l'athlète arrive avec les meilleures croyances possibles le jour J. Et non pas la croyance que ça va être difficile. J'ai déjà perdu la semaine dernière face à cet adversaire, je vais également perdre le jour J. Voilà. Donc c'est vraiment, les deux sont fortement liés. Enfin, si j'ai bien compris, Franck, il est essentiel de travailler sur ce qu'on appelle aussi les croyances limitantes. Pour Exactement. Se libérer, voilà. Exactement. D'où le travail vraiment important entre l'entraîneur
et l'athlète, ou le préparateur mental et l'athlète, pour identifier très rapidement les croyances aidantes qui seront des ressources, ce qui permettra de perfuser l'athlète de ressources positives, mais également ce qui contrebalance ça, à savoir les croyances limitantes qui peuvent exister, qui peuvent être plus ou moins développées en fonction de certaines personnes. Encore une fois, j'insiste, en fonction de l'environnement familial, en fonction des expériences passées. Un athlète, il est évident qu'un athlète qui a enchaîné au cours des derniers mois une succession d'échecs peut au bout d'un moment avoir la croyance limitante qu'il ne pourra pas performer au championnat de France, au championnat du monde, au JO, peu importe. Donc, c'est vraiment important dès le départ, d'où l'échange important en amont avec le préparateur mental ou l'entraîneur pour vraiment comprendre ce qui se passe dans la tête de l'athlète et identifier ses croyances aidantes et limitantes. Et enfin, dans cette approche systémique, puisque j'insiste, j'utilise volontairement ce mot systémique parce que cette atteinte du flow, ce n'est pas uniquement un critère comme ça ou deux de manière aléatoire. L'idée, pour se rapprocher le plus possible du flow, c'est de vraiment pouvoir activer le curseur sur ces 6 critères majeurs. Et en l'occurrence, le dernier, qui n'est pas des moindres, c'est le contrôle des émotions, en l'occurrence la gestion des états internes, le stress. Et ça, c'est un critère, c'est un paramètre qui est également ultra important, parce que derrière tout ça, c'est quoi? C'est la manière dont l'athlète va pouvoir gérer ses états internes au moment de la compétition, par exemple. Donc, excuse-moi Franck, gérer ses états internes, c'est en quelque sorte comment apprivoiser, comment gérer ses émotions, c'est bien ça? C'est tout à fait ça, Hassan, c'est comment gérer ses émotions, sachant qu'on n'est pas tous égaux face à ces émotions. Tout à fait. On sait très bien que certains peuvent plus ou moins absorber une certaine forme de pression, de stress, mais néanmoins, comme les autres paramètres que j'ai cités auparavant, un travail est possible. Et c'est le propre, c'est là où le préparateur mental, le coach mental, peu importe comment on le nomme, mais peut aider l'athlète. C'est que derrière ces contrôles des émotions, il y a tout un système que met en place l'athlète de manière inconsciente. C'est-à-dire que si on devait décortiquer ce qui se passe au moment de ces émotions, on a tous athlètes, au moment donné, il y a un stimulus qui va arriver au moment d'une compétition, en fonction d'un enjeu, d'un challenge. Voilà. Après, derrière, c'est là où ça devient délicat, c'est qu'on est tous athlètes, tous les athlètes, on est tous des machines à interpréter. C'est-à-dire que c'est là où le travail va commencer, c'est comment l'athlète va interpréter ce stimulus, cet enjeu, ce challenge. Et c'est là où on n'est pas tous égaux, et c'est là où un travail peut aider l'athlète à faire face à cet enjeu, à ce challenge. Et que ce soit au niveau départemental, international. Le processus est exactement le même. Et si on devait zoomer derrière ce processus, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand ce stimulus arrive sur le dos de l'athlète avec cet enjeu, il va y avoir déjà une première étape d'interprétation. C'est-à-dire, quelle est l'interprétation que l'on va faire par rapport à ce stimulus? Et ça, c'est là où les croyances vont intervenir, c'est là où les expériences du passé vont intervenir, c'est-à-dire que j'ai cet enjeu qui arrive, un championnat, mon championnat de France, mon championnat d'Europe. La première étape, c'est comment je vais l'interpréter. Est-ce que j'ai la croyance ou pas que je peux gérer et je peux y arriver? En fonction de ça, je vais créer derrière des états internes. C'est-à-dire que cette croyance aidante ou limitante va mettre en place un état interne plutôt de calme, si j'ai la croyance que je peux y arriver. Mais inversement, si j'ai la croyance que ça va être difficile, que l'adversaire que je vais rencontrer m'a déjà battu, je vais peut-être avoir un état interne plutôt non pas de calme, mais d'anxiété. Et derrière cet état interne, l'athlète va mettre en place un comportement. C'est-à-dire qu'en fonction de comment je vais interpréter ce stimulus, je vais peut-être, si j'ai cet état interne d'anxiété, je vais mettre en place un comportement de stress. Et inversement, si j'ai cet état interne de confiance, je vais derrière mettre en place un comportement de sérénité, de confiance extrême. Donc, c'est pour ça que je décortique tout ça, parce qu'on est tous les athlètes, tout le monde on est tous des machines à interpréter.
Et c'est là où le travail du préparateur mental va être intéressant, c'est la manière de rentrer dans ces étapes et de faire prendre conscience à l'athlète de certaines choses, c'est-à-dire de diminuer ses croyances limitantes, idéalement, de bonifier ses croyances aidantes, de manière à ce que dans cette approche de gestion du stimulus externe, d'enjeux, de challenge, je puisse derrière mettre en place un comportement idéal, en l'occurrence de confiance, et de pouvoir gérer au mieux mon état interne. Voilà. Donc tout ça, ces 6 éléments, mis bout à bout, vont faire que si je suis en phase avec ces 6 étapes majeures, j'aurai les meilleures prédispositions pour atteindre ce flow, cette zone, qui va faire que je vais être dans un état d'engagement, de plénitude extrême par rapport à ma compétition. Maintenant, j'insiste, ça c'est une approche systémique. Autant on peut atteindre ce flow sans problème, autant c'est un système très friable et on peut très vite la quitter. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de recette miracle, mis à part suivre ces ingrédients et prendre conscience que voilà, c'est quelque chose qui peut être atteint, mais que l'on peut aussi très rapidement quitter. Et c'est vraiment quelque chose qui se travaille, d'où l'intérêt de vraiment le travailler, parce que c'est quelque chose qui n'est pas aussi simple que ça, malgré les 6 axes que je viens de vous décrire. Merci beaucoup, Franck. Moi, je retiens sur le dernier point, le contrôle des émotions. Ça m'emmène à dire que ce qui nous trouble, ce n'est pas la situation, c'est l'interprétation qu'on peut faire de la situation. C'est ça. Je reprends cette expérience de machine à interpréter, à stimulus identique pour différentes personnes, indépendamment du côté inné et de la personnalité de chacun. La manière dont on va gérer, interpréter ça, va faire qu'en sortie, on va avoir un comportement différent. D'où l'intérêt de travailler cette interprétation. Pour moi, le cœur de cette gestion des états internes, de cette gestion des émotions, c'est la manière dont on va interpréter tout ça. Et c'est là où le travail, il faut zoomer en profondeur, et le travail du préparateur mental est ultra important, c'est de zoomer sur comment on interprète ça. Parce qu'en fonction de comment on va interpréter, et encore une fois, on peut l'interpréter de différentes manières. C'est ça qui est fabuleux, mais qui est aussi plutôt positif et optimiste par rapport à la manière de gérer ces états internes. Alors, je voudrais revenir sur Franck, si tu m'autorises, les composants majeurs pour agir sur le flow. Le flow, c'est cet état de plénitude, en quelque sorte, l'état de grâce. Je voudrais revenir vers Guylaine pour avoir son regard sur ces composants et cette notion de flow. Guylaine, est-ce que ce que Franck vient d'exposer, est-ce que ça fait résonance chez toi? Est-ce que ce sont des choses que tu utilises avec tes sportifs? Tout à fait, tout à fait. J'aime le fait que tu aies répété plusieurs fois, Franck, que c'est systémique parce qu'effectivement, je pense qu'on doit travailler avec toutes les composantes ou en tout cas, justement, quand on fait de la préparation mentale, c'est d'aller identifier un petit peu quelles sont les priorités de travail ou où est-ce qu'il faut travailler. Puis effectivement, les croyances, puis l'interprétation, comme tu le dis, Franck, c'est effectivement des éléments sur lesquels il faut aller régulièrement pour aider nos athlètes à accéder au flow éventuellement. Merci beaucoup, Guylaine. Alors, je voudrais juste vous poser une dernière question et après, je vais prendre des questions des participants à notre visioconférence pour aussi vous les présenter. Est-ce que le préparateur mental peut être aussi l'entraîneur, comme ce que je vois c'est vous, Guylaine, ou est-ce qu'il faut une formation spécifique et il faut avoir systématiquement recours à un préparateur mental qui ne fait que ça, ou est-ce que l'entraîneur peut faire aussi les deux? Peut-être Guylaine? Ben, c'est une très bonne question. Je pense que des fois, il y a des questions de contexte aussi. Ce n'est pas nécessairement tous les entraîneurs qui ont la possibilité, qui ont le budget pour accéder à un préparateur mental. Je pense que c'est important en tant qu'entraîneur d'avoir des bases en préparation mentale. C'est important de comprendre un petit peu ce qui a été expliqué aujourd'hui, en fait, détermination d'objectifs. C'est quand même des éléments sur lesquels on doit travailler au quotidien avec nos athlètes quand on entraîne nos athlètes et surtout entre l'entraîneur et l'athlète. L'entraîneur est toujours présent
présent à l'entraînement. Donc, il y a un lien de confiance qui s'établit entre les deux. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une bonne capacité de transmettre de la part de l'entraîneur par l'athlète. Donc, je pense qu'il y a une force à ce niveau-là quand l'entraîneur est formé. Par contre, à un certain moment, c'est comme la préparation physique. À un moment donné, l'entraîneur ne peut pas être spécialiste de tout. Donc, s'il veut aller plus en profondeur, s'il veut être capable d'aller individuellement avec chacun de ses athlètes le plus loin possible pour optimiser sa performance, un spécialiste va pouvoir l'aider. Alors, Franck, toi, est-ce qu'on fait appel à toi auprès de sportifs uniquement pour cette partie de préparation mentale? Ou est-ce que tu l'intègres toi aussi en tant qu'entraîneur? Alors, j'ai la particularité d'avoir la double casquette. Donc, je vais répondre à deux niveaux. Le premier, c'est que moi, je l'ai intégré ayant pleinement conscience d'éléments importants comme l'objectif, le relâchement, la respiration et les croyances, sans rentrer trop dans les détails parce que après, c'est l'art de distiller de manière, en fonction des athlètes, en fonction des âges, on ne peut pas forcément trop rentrer dans le sujet. Mais en tant qu'entraîneur pur, oui, ce sont des éléments que je prends en compte. Et je distille la dose homéopathique en fonction des catégories d'âge et puis de la réception, l'adhérence que je vais sentir au niveau des athlètes. Maintenant, par rapport à ta question, oui, on fait appel à moi, que ce soit au niveau sport collectif ou individuel, pour faire prendre conscience de choses basiques. Parce que quand on parle d'objectifs, de respiration, de relâchement, rien que ces critères, en l'occurrence, on peut se dire c'est très basique, c'est très facile. Mais on s'aperçoit, comme je le disais tout à l'heure, que derrière, il y a quand même du travail à mettre en place, que tout le monde ne sait pas forcément respirer, que le relâchement, ce n'est pas forcément quelque chose d'inné, que l'objectif, on sait parfois ce qu'on ne veut pas, mais pas forcément ce qu'on veut. Et on s'aperçoit que derrière tout ça, que ce soit au niveau des sports collectifs ou individuels, il y a un vrai travail à mettre en place avec des méthodologies, avec des échanges, pour vraiment creuser et comprendre d'où on part avec les athlètes, que ce soit sport co, individuel, et là où on veut aller, et mettre en place un protocole, une roadmap très précise. Donc voilà, donc moi j'ai la deux casquettes. Il y a des choses que je fais parce que j'en ai conscience et je l'injecte dans mes entraînements, mais de manière plus spécifique, on fait appel à moi également pour vraiment rentrer dans les détails. Donc, conclusion, l'entraîneur peut être aussi le préparateur mental. Il faut juste se former et avoir les outils nécessaires pour le faire. Et il peut aussi, même s'il a la formation, même s'il a les outils, il peut aussi, s'appuyer pour être confortable dans son travail, faire appel à des spécialistes pour l'accompagner, pour le soutenir et pour l'aider dans son travail. Alors, je vais prendre une question. Guylaine, tu veux dire quelque chose? Oui, en fait, c'est parce que justement, j'ai vu une question d'Hicham qui disait l'entraîneur a besoin aussi de la préparation mentale pour réussir son objectif. Puis c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que quand je donne de la formation aux entraîneurs, pour moi, je forme les entraîneurs aussi à se préparer mentalement. Ça fait partie du processus et souvent, on n'y pense pas. Mais effectivement, nous, comme entraîneurs, quand on est sur le terrain, on va vivre des émotions, on doit avoir des objectifs, il faut garder une bonne concentration. Donc, je pense que la préparation mentale, tout à fait, ça peut être quelque chose qui se travaille du côté de l'entraîneur tout autant que les athlètes. Merci, Guylaine. Alors, je vais prendre une question de Abdeljalil Fidadi. Comment peut-on planifier l'entraînement mental, sachant que le résultat dépend de l'état d'âme de l'athlète et de son tempérament? Alors, c'est plutôt une question un peu philosophique. Comment peut-on planifier l'entraînement mental, sachant que le résultat dépend de l'état d'âme de l'athlète et de son tempérament? Franck, un petit mot là-dessus? Oui. Je te vois hocher de la tête. Oui, parce que j'ai vécu. J'ai vécu l'état d'âme est ultra important. Je vais prendre l'exemple d'un athlète en centre de formation au football, un athlète qui est dans une transition pour devenir professionnel. Et l'état d'âme est ultra important parce que il faut avoir un état d'âme, il faut adhérer. Il faut adhérer à la préparation mentale. Et tout le monde n'adhère pas forcément. J'ai deux exemples. J'ai celui-ci, puis j'avais une boxeuse qui était en route pour Tokyo 2020, en l'occurrence 2021. Et si on n'a pas déjà un état d'âme de vouloir adhérer, de vouloir rentrer, parce qu'au début, ça peut être des concepts un peu abstraits pour certaines personnes.
on n'est pas tous, enfin, les athlètes ne sont pas également tous égaux. Certains sont, moi je me suis aperçu que certains sont déjà plus sensibles que d'autres. Et si on n'a pas un état d'âme de vouloir vraiment rentrer, être un peu patient, parce que c'est pas une formule magique, hein, on n'arrive pas comme ça en gourou, et au bout de 2 séances, ça y est, on excelle, plus de pression, plus de stress. Donc, je dirais que l'état d'âme, déjà, il y a un travail important en fonction des personnes pour faire adhérer, faire comprendre les concepts, et que c'est pas quelque chose qui va se faire comme ça au bout de 2 séances. Donc, il y a eu un gros travail avec ces athlètes pour vraiment faire prendre conscience de c'est quoi la préparation mentale, qu'il va y avoir une phase au début où on va poser beaucoup de questions pour bien comprendre. Je reviens à cette approche tout à l'heure, je parlais de questionnement, bien comprendre, poser le décor, planter le décor. Et une fois qu'on a bien compris comment fonctionne l'athlète, lui faire prendre conscience que voilà la feuille de route que l'on va avoir, voilà quels vont être les différents objectifs, et surtout lui faire prendre conscience que c'est un travail sur du long terme. Donc, il va y avoir des effets qui vont arriver au bout de quelques séances, mais qu'il faut avoir de la patience et que c'est sur du long terme. Alors, Franck, tu es en train de dire, le sportif, on ne peut pas lui imposer non plus l'entraînement mental. Il faut le rassurer, lui montrer les bienfaits pour qu'il adhère à ce protocole. Guylaine, est-ce qu'avec tes sportifs, tu rencontres parfois des résistances ou des réticences à ton approche d'entraînement mental? Oui, bien sûr, exactement ce qu'a dit Franck, mais en fait, si je reviens brièvement à mon modèle, quand on parle de préparation mentale, quand on parle d'adhésion, pour les profils un peu plus instinctifs qui sont centrés sur le résultat, la victoire, la performance, généralement, ce qui fonctionne bien quand on parle de préparation mentale, c'est de leur donner des modèles, donc des athlètes de très haut niveau qui pratiquent la préparation mentale et qui obtiennent des résultats et qui performent très bien. Donc, très souvent, les athlètes vont être capables ils veulent atteindre les mêmes résultats, ils veulent se rendre au même niveau, donc ils vont être capables de se reconnaître, de s'identifier, puis ça va leur permettre d'adhérer. Pour les athlètes qui ont un profil un peu plus émotionnel, dans ces moments-là, on travaille en petits groupes, en support pour s'encourager dans tout ça puis progresser. Et les états d'esprit un peu plus rationnels, généralement, eux aiment la progression, aiment le processus. Donc, c'est souvent ceux qui vont adhérer plus rapidement. Par contre, quand on fait des exercices qui sont très physiques, comme la respiration, par exemple, un petit peu de méditation, des exercices de visualisation, les états d'esprit rationnels, ceux qui sont un petit peu plus rationnels puis qui réfléchissent beaucoup, ont moins de prise de contact avec leur corps, sont moins habitués. T'en parlais un petit peu, Franck, que certains athlètes qui sont moins à l'aise avec ça, en fait, les profils rationnels, souvent, ils sont beaucoup dans leur tête, très peu dans leur corps. Donc, pour eux, ça peut être un processus. Tout à fait, Guylaine. Alors, moi, je rajouterais, et ça, on l'a constaté chez nous au Maroc, certains sportifs, ils disent « je n'ai pas besoin de préparateur mental ou de psychologue du sport parce que je ne suis pas fou ». Il y a encore cette tendance. Et puis d'autres, ils ont peur de laisser quelqu'un rentrer dans leur intimité, dans leur secret, entre guillemets, et puis qu'est-ce que les autres vont en faire avec, entre autres l'entraîneur, le coach, etc. Est-ce que ce ne sont pas des choses qui vont se retourner contre moi? Mais je pense que ce sont parfois des croyances limitantes, puisqu'on parlait de croyances. Il faut juste rassurer peut-être les sportifs pour les emmener à prendre conscience que l'entraînement mental est un des piliers de la performance qui va l'aider, comme tu as dit tout à l'heure, Franck, et puis ça a été repris par Guylaine, c'est un pilier de la performance et pour les aider à mieux performer. Je voudrais prendre une question de Abdallah Gueidi, qui est le DTN de judo, qui a un projet très ambitieux sur les épaules. Est-ce qu'il existe des méthodes d'entraînement mental valablement pour tous les sports où chaque sport a sa méthode? Donc, on a vu avec Guylaine que chaque sportif avait son profil différent. Maintenant, on parle de sport. Est-ce que chaque sport a une méthode ou est-ce que c'est la même méthode, les mêmes outils, mais c'est plutôt appliqué et adapté aux sportifs? Peut-être Guylaine? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a 2 volets. En fait, à partir du moment où on est un être humain, il y a plusieurs techniques de préparation mentale qui sont valables et utiles. La gestion des émotions, on va le vivre partout. La gestion de la concentration. Par contre, il y a une demande qui peut être différente d'un sport à l'autre. Donc, par exemple, il y a des sports des sports de combat, par exemple, qui vont demander un niveau d'activation qui va être très élevé, plus de combativité. Donc, c'est peut-être des éléments sur lesquels on va travailler d'abord en priorité, alors que pour d'autres sports, ça va être d'autres objectifs parce qu'il y a d'autres demandes.
Merci Guylaine. Alors, je vais continuer une question de Mehdi Abden. Conseillez-vous aux athlètes et sportifs d'utiliser des rituels de dynamisation, de relaxation pour maintenir le stress en compétition à un niveau acceptable? Et existe-t-il vraiment un niveau de stress productif? Si oui, comment le connaître? Merci. Peut-être Franck, tu as parlé tout à l'heure de cette gestion des émotions et du stress. Ouais, tout à fait. Alors oui, je dirais il y a des rituels. Je vais reprendre. La respiration, pour moi, est vraiment un pilier. Respiration relaxante, dynamisante, à savoir doser cette respiration relaxante à faire une demi-heure, soit la veille ou une demi-heure avant sa compétition, qui va vous apaiser. Je reprends tout à l'heure le terme de parasympathique de Guylaine, hein, c'est quelque chose qui est ultra connu, mais néanmoins peut-être sous-exploité. Savoir se relaxer, que ce soit à travers la respiration, la méditation. Alors après la méditation, il y a d'autres connotations. Certains peuvent adhérer ou pas, c'est encore un autre sujet. Mais même en NBA, Phil Jackson faisait de la méditation, avait introduit la méditation dans le vestiaire avant le match. Tout ça pour dire que la méditation, faut pas, c'est comme l'hypnose. Hein, il peut y avoir des raccourcis en termes de préjugés, mais ça fait partie intégrante pour moi. La respiration, la méditation, c'est des choses des routines à avoir avant le moment T de sa compétition. Après, il y a cette respiration relaxante, mais il y a aussi celle dynamisante où on va booster un petit peu le rythme cardiaque un peu avant. Donc, je dirais que c'est la première routine à avoir. Et sur la deuxième partie de la question, qui était, je ne la vois plus. Alors, la question, je vais peut-être la reprendre, parce que j'ai plein de questions, et pour vous dire franchement, alors, existe-t-il vraiment un niveau de stress productif? Si oui, comment le connaître? C'est ça, c'est ce fameux stress positif. Le stress, en soi, je reprends souvent la balance entre les ressources et l'enjeu. Le stress, il ne faut pas le vivre comme quelque chose d'ultra négatif et à bannir. Au contraire, il faut avoir un peu de stress, ce fameux stress positif dont on parle. On ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière, celui qui va booster. Et pour dompter ce stress, c'est là où avoir pleinement conscience de ses ressources, c'est ultra important. Ses ressources à travers ses croyances, à travers tout un tas d'expériences passées. Et pour moi, c'est important d'avoir, malgré tout, si j'arrive à morph avant un événement, sans stress, en planant, je ne vais pas performer, c'est évident. Par contre, si j'ai ce petit stress que j'arrive à dompter parce que j'ai conscience que j'ai les ressources pour le dompter, que ce soit à travers mes ressources, mes croyances, je sais que j'ai déjà réussi, j'ai mes ancrages, pour reprendre des termes techniques de la PNL, j'ai mes ancrages avec des expériences passées qui vont me galvaniser, ce stress va me booster. Donc, c'est là où, après, il y a un travail important et intéressant au niveau du préparateur mental, c'est de faire en sorte de pouvoir que l'athlète puisse dompter, je prends volontairement ce terme, dompter, ce stress, le canaliser et faire en sorte que ça devienne un carburant moteur qui me permette de performer derrière. Donc, il faut du stress. Alors, justement, je rappelle cette technique, et d'ailleurs, Madame Samira Hamama qui est avec nous, et que je la salue par l'occasion, c'est la technique de l'ancrage des ressources. Donc, c'est une approche aussi qui nous permet d'avoir transformer ce stress positif. Alors, je vais continuer dans les questions des participants. J'ai une question de Imed Mohib qui dit « Que pensez-vous des techniques d'inoculation du stress et des approches de PSICAP dans la préparation mentale sportive ?» Que pensez-vous des techniques d'inoculation du stress et des approches de PSICAP dans la préparation mentale sportive? Moi, je ne connais pas PSICAP, alors je ne sais pas si Franck, tu veux répondre. Tu as une idée de ce que c'est que cette notion de PSICAP? Le PSICAP, c'est plutôt on est dans un état c'est plus en relation avec la psychologie positive, le PSICAP. Tout à l'heure, tu as parlé, Hassan, de psychologie, de pensée positive. Positive, c'est un peu la psychologie voilà, positive. on est pleinement dans l'optimisme, dans tout ce qui est le positif. Le positif, hein, cette pensée positive, je vais réussir, je suis conditionné pour réussir, sans avoir un ego démesuré. On est également on sait gérer cette résilience. On n'en a pas parlé, mais
la résilience par rapport à des échecs, par rapport à des blessures. Voilà, donc pour moi, c'est également quelque chose de très important, hein. Souvent, on voit beaucoup de sportifs qui, après je peux me permettre d'en parler parce que j'ai beaucoup travaillé avec le handisport, le paralympique, avec des personnes, des sportifs ou non sportifs, qui ont vécu des traumatismes extrêmes en perdant un membre, 2 membres, voire 4 membres, hein, comme Philippe Croison qui a traversé la Manche. Et on était pleinement dans cet esprit de pensée positive, de résilience, puisque moi, ça m'a nourri. C'est-à-dire qu'en marge des formations et des retours d'expérience, je me suis beaucoup nourri et j'ai côtoyé, en l'occurrence, pour être précis, si j'ai un petit peu de temps pour en parler, mais ça m'a beaucoup nourri et ça a beaucoup fait progresser mes recherches sur la prépa mentale. C'est que je me suis rapproché de personnes comme Philippe Croison, qui a perdu 4 membres, 2 bras, 2 jambes en l'occurrence, et qui à un moment donné a décidé de traverser la Manche. Alors ça fait rire beaucoup de monde, hein, quand il a annoncé ça sur son lit d'hôpital, mais il a su se projeter aller chercher les ressources. Tout à l'heure je parlais de ressources, il a su aller chercher les ressources pour se motiver, que ce soit au niveau de la pensée positive, la visualisation, pour s'entraîner 7 heures par jour, 6 jours sur 7, pendant 8 mois, et pour, au final, réussir ce qu'il avait prévu, à savoir traverser la Manche. Ouais, il a fait quelque chose d'exceptionnel. Mais je pense aussi que… Je me suis rapproché de ces personnes, en l'occurrence, lui, il y en a eu d'autres, hein, avec des personnes qui ont eu des préjudices extrêmes au niveau d'accident de la vie. C'est que je voulais valider tout ce que j'ai annoncé tout à l'heure, la détermination de l'objectif, le relâchement, la concentration. J'ai voulu valider d'un point de vue extrême ces concepts. C'est pour ça que je me suis rapproché de ces personnes. Et au final, j'ai eu confirmation, notamment auprès d'un Philippe Croison, que, eh bien, si je devais résumer tout à l'heure quand on parlait d'objectif, son objectif, c'était quoi? C'était non pas de traverser la Manche initialement, changer sa vie. Et pour changer sa vie, si je reprends mon escalier, il y a eu différentes étapes. Et une des étapes, c'était de traverser la Manche. Et pour ça, il a mis en place de la visualisation, il a mis en place du relâchement, il a mis en place de la gestion des états internes. Et tous ces concepts annoncés tout à l'heure, je les ai retrouvés auprès des 8 handisports que j'ai pu côtoyer. Alors, oui, Franck, vas-y, je te laisse finir. Et voilà, donc par rapport au psychap et par rapport à cette pensée positive et cette résilience, puisque ça en fait partie, ils ont eu, tous ces athlètes paralympiques, ont eu à un moment donné cette résilience, ce travail sur la résilience pour trouver les ressources et aller de l'avant. Voilà. Donc pour moi, c'est ultra important et ça fait partie du processus global. Alors, puisque tu parles de l'handisport, d'ailleurs, chez Philippe Croison, on trouve aussi une notion qui me semble très importante et qui impacte énormément le mental, c'est de donner du sens à ce qu'on fait. Donner du sens. Et le fait de donner du sens par une action, ça donne du sens à notre vie parfois. Et puis, ça permet aussi d'avoir ce pilier ou ce ressort, ce tremplin de motivation. Alors, je vais reprendre une autre question des personnes qui suivent. Alors, j'ai une question de Gérard qui dit, à part les coachs émotionnels, merci de partager selon vous les meilleures méthodes de gestion des émotions. Il existe des milliers de livres, mais quels sont les 2 ou 3 meilleurs livres? Est-ce que vous avez des livres sur la gestion des émotions à conseiller? Enfin, moi, je peux dire comme ça spontanément, ce n'est pas pour faire de la publicité, mais il y a Daniel Goleman qui a écrit beaucoup sur l'intelligence émotionnelle et qui peut avoir des choses intéressantes. Il y a aussi Edward Gardner qui a fait aussi pas mal d'écrits sur les intelligences multiples, qui peut avoir des choses intéressantes. Guylaine, Franck, des références par rapport à la gestion des émotions? En tout cas, si vous en avez, vous pouvez nous les envoyer et on peut les mettre sur notre site. On peut mettre toutes ces informations sur le site du Comité olympique pour répondre à d'autres questions ou aussi répondre à ce genre de demandes. Ben, personnellement, j'ai plusieurs lectures en anglais, mais je pourrais regarder puis en envoyer. Mais de ce que j'ai, mais je me souviens d'un livre d'Isabelle Fontaine, je crois, donc du Québec, qui s'appelle « Le courage, comment l'activer ». J'ai beaucoup aimé parce qu'il y a une partie neurosciences, mais une belle explication. Par en même temps, on peut apprendre à gérer nos émotions. « Molecules of Emotions » aussi de Candace Pert, qui est une scientifique qui a étudié les émotions, en fait. Donc, je pourrais envoyer les références puis regarder dans ma bibliothèque
Alors, s'il te plaît, Guylaine, Franck, d'ailleurs, Franck, on va mettre ces 2 bouquins. Guylaine aussi, si tu as une bibliographie, Franck aussi, si tu as une bibliographie, on peut la mettre rapidement sur notre site et partager avec les participants aux visioconférences. Ça me semble intéressant. Et en anglais aussi, parce que je peux te dire qu'il y a de plus en plus de Marocains qui sont anglophones, qui parlent très très bien l'anglais, qui font leurs recherches en anglais. Et comme il n'y a pas que des Marocains avec nous, il y a des sœurs et des frères africains. Donc, je pense que des livres en anglais peuvent être aussi intéressants. Alors, je vais reprendre une autre question de Ahmed qui dit « Quand peut-on voir ou constater qu'un athlète a atteint un très bon niveau mental ? Et quand peut-on être sûr qu'un préparateur mental peut réaliser les objectifs fixés ?» Franck, un petit mot là-dessus? Quand peut-on voir ou constater qu'un athlète a atteint un très bon niveau mental? Alors, un très bon niveau mental, pour moi, c'est... Est-ce qu'on peut mesurer ça? Difficile. On peut... Alors, je me suis... Alors, c'est vrai que c'est difficile, c'est subjectif, ça peut être... C'est toujours difficile de mesurer de la pensée mentale. En l'occurrence, quand j'échange avec certains athlètes, j'ai malgré tout une grille que je partage avec eux pour voir les progressions. Alors, il y a 2 choses pour moi. Il y a cette approche qualitative, chiffrée, avec différents critères sur l'autonomie, sur la compétence mentale que lui ressent, sur l'appartenance au groupe, l'appartenance à l'équipe. J'ai 8 critères qui permet déjà d'avoir quelque chose de factuel, mesurable. Et indépendamment de ça, il y a après le comportement que l'on peut observer au moment d'une compétition par rapport à ses mots. Le discours, toujours pareil, les mots qu'il va utiliser. À travers le discours avec l'athlète, on peut déjà sentir si il est capable de gérer, comment il gère l'événement. Est-ce que je le sens dedans? Est-ce que je sens qu'il est plutôt dans un mode positif? Est-ce que l'émotion est en train de l'envahir? Donc, il y a cet échange qu'on peut avoir avant, sans le polluer. Et puis, il y a son comportement, ce fameux body language, ce fameux... à travers le comportement, la manière dont la personne se comporte, on peut aussi détecter des choses. Donc, pour moi, il y a ce qu'on peut mesurer, les 8 critères que j'ai cités, que je mesure au fil des entretiens. Il y a les mots, le propre de la PNL, programmation neurolinguistique. Dans neurolinguistique, il y a linguistique. C'est à travers des mots, on peut déceler, décoder des choses, sans être maniaque des mots, mais on peut déceler. Et puis, il y a l'attitude. Déjà, ça permet de prendre la température et déjà de se dire, ça va le faire, entre guillemets, ou ça va être compliqué. Voilà, c'est les trois, indépendamment du résultat, c'est les 3 approches qui permettent de prendre la température et de voir si d'un point de vue mental, l'athlète est dans des bonnes prédispositions ou pas. Alors, on parle de méthode, d'outils, et une question de Mme Samira Hamama qui dit « Est-ce qu'on peut expliquer d'une façon très simple la méthode StarTex et c'est bien fait pour une meilleure performance sportive ?» Alors moi, personnellement, je ne connais pas cette méthode. Franck et Guylaine, est-ce que vous avez une idée sur cette méthode? StarTex. Moi, je ne connais pas la méthode. StarTex. Bon, c'est dommage, Samira. Si tu étais avec nous, on aurait été content de connaître un petit peu cette méthode. StarTex. Moi, personnellement, c'est la première fois que j'entends parler de cette méthode StarTex. Franck, une idée? Là, comme ça. Voilà, comme elle a insisté pour que je la pose, donc je la pose, mais bravo. C'est une méthode qui est. Alors, je n'ai pas la prétention de la connaître, mais je crois me souvenir que c'est une méthode qui est liée qui est très liée à l'énergie qu'on peut avoir. L'énergie. Ça travaille sur les énergies. C'est l'énergie, sur l'énergie, en fait, le débord d'énergie qu'on peut avoir de manière à pouvoir se réaliser, accomplir ses objectifs. Il me semble que on va s'y intéresser sérieusement. Merci beaucoup, Franck. Alors, je vais continuer quand même parce qu'il y a beaucoup de questions et je vois qu'on est déjà à 1h34 de visio.
Donc, pour ne pas, je dirais, déborder trop longtemps, parce que sinon la production va me rappeler à l'ordre. Alors, j'ai une question de Joseph Tunguka. Comment procéder pour préparer mentalement un athlète qui combine deux états d'esprit, comme le rationnel, qui cherche la perfection pour être bien remarqué par l'entourage? C'est une question pour toi, Guylaine. Oui, c'est une bonne question parce qu'effectivement, très souvent, on a deux centres d'intelligence dominants qu'on utilise plus régulièrement, puis il y en a un troisième qu'on utilise moins. Et donc, oui, souvent, il y en a deux qui vont se combiner, mais il y en a toujours un qui est plus fort que l'autre et on va l'observer dans les moments vraiment critiques. Donc, quand ça ne va pas bien du tout, par exemple, on parlait de quelqu'un qui était rationnel, mais qui est très perfectionniste et qui veut se faire bien voir par les autres, bien, en fait, c'est probablement la dominance, c'est le perfectionniste, c'est le rationnel. Donc, on veut adresser ça d'abord. On veut travailler sur le stress, l'anxiété, sur ce que Franck a dit un peu plus tôt, le rapport entre le niveau d'exigence et le niveau de compétence perçue. Par exemple, le perfectionnisme, la personne qui est perfectionniste a un niveau d'exigence extrêmement élevé et a une perception de ses compétences qui est probablement un peu plus basse parce que l'objectif est tellement fort. Donc, on veut travailler à équilibrer tout ça. Puis, normalement, après ça, on va pouvoir intervenir sur le deuxième. On veut commencer avec celui qui est dominant. Merci, Guylaine. Alors, une autre question de Jean-Paul Schutz. Comment faire pour que nos athlètes se trouvent dans la zone du stress positif et comment le savoir? Franck? Je dirais pour être dans le stress positif, c'est suivre les 6 axes dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, avec cette approche globale. J'ai mon objectif, je suis en ligne de mire en phase avec mon objectif. Pas trop. Je parlais de l'alignement entre mes compétences, l'objectif qui a été fixé. Je suis capable à travers le travail de respiratoire, d'être vraiment concentré. J'ai travaillé ce relâchement. Je suis capable d'arriver le plus relâché possible. Je visualise du positif. Je visualise des expériences passées positives qui vont me booster. J'ai cette croyance que je peux y arriver, véhiculée à travers mon entraîneur, moi, expérience personnelle, mon environnement. Et puis, je parlais tout à l'heure des machines interprétées, je sais interpréter ce qui me tombe dessus en termes de stimulus, de challenge, et je gère derrière de manière à avoir un comportement adéquat. Voilà. Il n'y a pas un élément précis, c'est encore une fois, je reviens sur cette approche systémique, c'est être présent le plus possible sur ces 6 axes, de manière à être dans une zone de stress positif le plus optimum possible. Alors, j'ai quelques informations à partager. La méthode Stratex, alors il y a Tariq Mlir qui nous dit que c'est une méthode basée sur l'hypnose. Et puis, il y a Madame Samira Hamama qui parle aussi de programmation neurolinguistique, enfin, mindfulness, c'est plutôt de la méditation. Donc, la méthode Stratex, ou j'arrive pas à lire correctement, ou substituer du coaching mental d'une équipe de football à la théorie des trios et à bien d'autres techniques innovantes. Ben, écoute, Lalla Samira, si tu peux nous en parler et nous donner plus, on peut le publier sur le site si ça peut aider nos entraîneurs et le mouvement sportif marocain et au-delà du Maroc africain francophone, puisque nous sommes tous réunis autour de cette visioconférence. Alors, nous arrivons à la fin de cette visioconférence. On a débordé, parce que d'habitude c'est 1h30, nous avons débordé d'une dizaine de minutes. Avant de nous quitter, je voudrais d'abord remercier tous les participants, les remercier pour leurs questions, leurs remarques. N'hésitez pas à continuer à nous faire des remarques, des suggestions et même proposez-nous des thèmes si vous voulez qu'on les aborde prochainement. Mais avant de nous quitter, je voudrais donner le mot de la fin, la conclusion à nos deux intervenants, que je remercie chaleureusement. Guylaine, un mot de la fin? Bien, je vous remercie énormément. Puis le mot que je donne souvent aux gens qui s'intéressent à la préparation mentale, c'est je vous encourage fortement à l'expérimenter. Si vous êtes entraîneur, expérimentez-le pour vous, pratiquez. Essayez des techniques de respiration, des techniques de relaxation, de méditation, parce que si vous l'intégrez, vous allez devenir des modèles pour les athlètes, puis vous allez avoir beaucoup plus de facilité à le transmettre, puis ça va être même plus facile éventuellement de créer une collaboration avec un préparateur mental.
Merci beaucoup, Guylaine. Je vois votre petit chat derrière qui est en train de... On le salue également. Franck, un petit mot de la fin? Alors effectivement, déjà, un grand merci au Comité national olympique marocain pour cette invitation et d'avoir permis de partager ces retours d'expérience. Et le mot de la fin serait qu'on a tous des ressources sous-utilisées, que l'on ne soupçonne pas forcément, qui peuvent permettre de vraiment d'atteindre des choses inespérées. Et j'insiste, on a vraiment tout le monde a des ressources. Et je reprends encore une fois cette expérience et retour d'expérience du monde paralympique en e-sport. Ça a été la confirmation extrême qu'on peut atteindre des sommets à condition de vraiment faire l'effort d'aller chercher ces ressources que l'on a tous. On retrouvera vos présentations ainsi que tes livres, Franck, sur notre site. Merci à vous deux. Merci Guylaine, merci Franck. Dites le bonjour au Canada et le bonjour à la France, parce que maintenant on ne peut pas voyager, mais on peut se parler grâce à ces nouvelles technologies. Donc le contact restera entre nous et continuer à travailler ensemble. C'est ça qui va faire que le vivre ensemble, le travail ensemble va nous permettre aussi de faire plein de belles réalisations dans le sport ou ailleurs. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre implication, pour votre, je dirais, attention à cette visioconférence et de partager avec nous votre expérience et votre expertise. Merci infiniment et à très bientôt. Merci Guylaine, merci Franck. Merci à vous également pour votre présence et rendez-vous pour d'autres belles aventures, pour continuer notre réflexion, nos échanges, parce qu'ensemble, nous pouvons construire des choses positives et agréables. À très bientôt. Merci. Au revoir.